Bravo. Bravo pour cette belle introduction et même ces deux belles introductions dans lesquelles je vais puiser un certain nombre de choses. D'abord, j'ai été sensible à la formule que vous avez eue. Nous n'avons pas été immunisés contre la guerre. Et ça me poussait à cette réflexion qui est qu'au fond, une des leçons peut-être les plus cruelles, c'est que l'humanité n'est pas et peut-être n'a jamais été immunisée par sa propre histoire. On a l'impression que oui, quand même, après, maintenant, on sait, on connaît, on ne va pas se refaire avoir, etc. Et que c'est vrai que si l'immunité est un processus biologique, d'ailleurs, on n'arrête pas de découvrir sa force, sa profondeur depuis quelques décennies. Hein. On a fait des découvertes d'immunologie absolument folle. C'est vrai que là, pour notre histoire, c'est pas... Enfin, autant nos organismes connaissent ces processus d'immunité, hélas, ça semble pas... voilà. Ça, c'est la première réflexion. Deuxième chose qui a été dit par Bernard, c'est qu'effectivement... C'est bien Bernard, hein, c'est oui. Ça, vous ne pas me tromper. J'avais fait une conférence sur la guerre en trompant, et puis les gens n'avaient pas osé pendant 1 heure. Donc maintenant, j'ai été immunisé. Voilà, donc je préfère... alors, vous l'avez rappelé, c'est vrai que mon point de départ est un peu philosophique. C'est-à-dire, ce sont ces textes-là que j'ai étudiés. Alors peut-être que vous l'avez fait, je ne l'ai pas fait, il y a sans doute des choses ou pas. Je n'ai pas étudié la pensée de la guerre chez Condorcet. Je ne sais pas s'il y a un certain nombre peut-être de réflexions ou pas. Ça n'a pas eu l'air massif, hein, je n'ai pas trouvé ça. Bon. Si je peux dire, Condorcet a beaucoup plus réfléchi à l'amélioration de l'homme et au contraire et de la société humaine. Et deuxième point, et je vous montrerai tout à l'heure un court texte où effectivement il disait que il était contre la concurrence et il disait qu'il fallait que les gens coopèrent et soient bienveillants entre eux et que la plus grande récompense que quelqu'un pouvait avoir, c'est que les gens le trouvent bien, coopératif et bienveillant. D'accord. Donc tout à l'opposé de la guerre. Tout à l'opposé. Cela dit, certains comme Hegel, par exemple, ont pu penser que la guerre faisait partie du progrès de l'humanité. Oui, ça servait. Mais pas lui. Pas Condorcet. Pas lui. Il avait effectivement une vision du progrès qui était moins hantée par la nécessité du moment négatif. C'était une chose comme une montée plus douce. Donc, analyse des textes philosophiques, ça avait été moins fait, parce que autant évidemment, si vous prenez les causes historiques des guerres, pour chaque guerre, vous avez une dizaine, une centaine de volumes. Vous pouvez avoir des volumes aussi sur les causes économiques, sur les causes sociologiques, etc. Et même les causes écologiques. Maintenant, c'est quelque chose qui est beaucoup interrogé. Et c'est vrai que moi, je me suis penché sur voilà, ce qu'on pourrait appeler la guerre chez les philosophes, hein, ou la philosophie de la guerre. Curieusement, d'ailleurs, au regard de la longue histoire de la philosophie, 25 siècles quand même, le pacifisme en philosophie est vraiment très très récent. Vraiment très très récent. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre la boucherie de 14-18 et les tragédies de 39-45 pour que la philosophie considère que la guerre doit être absolument critiquée, condamnée. Vous voyez, ces condamnations principielles de la guerre existaient dans les religions, hein, évidemment, enfin dans la religion chrétienne peut-être particulièrement, mais c'était pas, sauf exception, c'était pas une position philosophique de défendre la paix contre la guerre. Voilà. Et c'est vrai que ce qui fait partie un peu de notre histoire post-45 et ce qui nous bouleverse aujourd'hui, évidemment, dans nos certitudes, c'est qu'on s'est habitué à penser qu'après tout, la guerre,
c'est l'expression d'un vestige d'une humanité un peu barbare et qu'on a su dépasser tout ça et que maintenant nous sommes grands, nous savons faire du commerce, nous connaissons les bénéfices de la paix et donc la guerre appartiendrait, j'allais dire, aux ornières sombres de l'humanité. Eh bien, c'est pas ça, ça recommence. Alors, de quoi est-ce que je vais tenter de vous parler de deux choses, deux ou trois choses, peut-être la troisième j'irai un peu plus vite. D'abord, je reprendrai, puisque Bernard effectivement m'a indiqué que vous aviez reçu Michael Walzer pour parler, oui, vous m'avez précisé que les souvenirs étaient plus aussi frais que ça. C'était il y a 30 ans, non? C'est ça, une trentaine d'années. Oui, c'est un livre qui vient d'être réédité en poche, mais qui date des années, enfin vraiment, c'est un livre sur ce concept de guerre juste. Et essayer de le faire jouer par rapport à une espèce de syntagme très contemporain qui revient de manière très très forte dans les débats publics, et qui est un peu surprenant parce qu'il y a une existence surtout médiatico-politique et qui n'a pas été centrée conceptuellement, philosophiquement, c'est l'idée de guerre existentielle. Ça revient, ça, c'est une guerre existentielle, etc. Alors ça va être la première chose, tout un premier pan va porter sur la guerre juste. Et par rapport à ça, poser la question de la guerre existentielle. Ensuite, effectivement, parce que je suis venu pour ça, c'était votre demande, essayer de déterminer ce qu'en philosophie on a pu déterminer comme les grandes causes de la guerre. Parce que pourquoi la guerre? Alors le titre, il avait déjà été pris, enfin c'est un titre qui a servi aussi comment dire, pour présenter un recueil de lettres entre Einstein et Freud. Voilà. Mais bon, après, il y a les titres d'une généralité telle, ça n'appartient à personne, si vous voulez, parce qu'effectivement, c'est pas l'éducation sentimentale, c'est relativement banal comme question. Donc, j'en viendrai dans un second temps à essayer de déterminer avec vous d'abord la grande trinité des causes de la guerre qui est posée par Hobbes, qui avait été annoncée par Thucydide et qui sera reprise par Raymond Aron dans Paix et guerre entre les nations. Donc en philosophie, on a une espèce de trinité comme ça qui tient bien, et puis voir aussi ce qui échappe à cette trinité, donc aller chercher aussi d'autres raisons en restant, tentant de rester le plus possible dans la philosophie. Et si j'ai un peu de temps, parce que c'est vrai que la salle est prise à 8 heures et j'aimerais bien qu'il y ait aussi un moment de débat, et s'il n'y a pas de débat, je continuerai. Donc je vais essayer vraiment de finir à 19h30, d'essayer de tourner autour de cette formule que j'avais déterminée pour essayer de cristalliser ce qu'on appelle la pensée politique de la guerre. C'est l'État qui fait la guerre et c'est la guerre qui fait l'État aussi. Interroger cette espèce de circularité. Donc, première chose, problème de la guerre juste. Voilà. Comment est-ce que cette idée d'une guerre juste a été élaborée dans la pensée occidentale? Alors, je vais distinguer deux grands blocs. Alors, évidemment, c'est très grossier, ils se sont sédimentés, etc. Mais enfin, on peut quand même déterminer deux grands blocs, évidemment j'en ajouterai un troisième, qui sont d'abord ce que je vais appeler la guerre de juste cause, ce qu'on appelle la guerre de juste cause, et puis ce qu'on a pu appeler aussi, l'expression peut paraître curieuse aujourd'hui, vous allez voir pourquoi, la guerre juste des deux côtés. Qu'est-ce que c'est pour vouloir dire? Une guerre juste des deux côtés. Et si vous voulez, quand je distingue ça, je distingue deux blocs discursifs, c'est-à-dire deux grands blocs de discours. Un qui a surtout concerné la patristique chrétienne, les pères chrétiens,
Augustin déjà, et puis surtout saint Thomas, et puis des théologiens espagnols, Victoria, etc., autour de la guerre de juste cause. Donc la pensée chrétienne a été mobilisée pour penser ce qu'est une guerre juste. Et puis la guerre juste des deux côtés, qu'on appelait aussi la guerre en forme, très importante parce que, au fond, généalogiquement, c'est les prémices du droit international. Ça a été pensé par des juristes, des philosophes juristes des Lumières et du XVIIIe et XIXe siècle. Bon. Alors je prends d'abord ce qu'on pourrait appeler le bloc chrétien, guerre de juste cause. Parfois on résume aussi par l'expression le jus ad bellum. Qu'est-ce qui fait qu'on peut... Je vais parler un peu latin parce que... Enfin, voilà. Quelques expressions, quoi, parce que c'est vrai que c'est des textes écrits en latin qui ont nourri cette tradition. Alors pourquoi évidemment ça a concerné beaucoup la pensée chrétienne? Parce que, d'accord avec moi, que assez vite le christianisme, s'il devait prendre à la lettre la radicalité des positions du Christ, sur le mont aux Oliviers, etc. C'est cette espèce d'affirmation à la fois radicale, très provocatrice, d'un pacifisme intégral, etc. C'est vrai que, oui, au fond, la position chrétienne, c'est le refus total de la guerre, le pacifisme absolu, etc. Donc, on est d'accord, hein, juste vous prenez à la lettre, effectivement, si vous voulez, les théologiens chrétiens ont dit qu'il y a quand même un principe de réalisme, etc. Donc on va tenter de trouver des conditions restrictives très fortes à partir desquelles, oui, une guerre peut être juste. Mais en termes, j'allais dire, chrétiens généraux, toute guerre, évidemment, relève de la violence, et la violence doit être, évidemment, condamnée. Tous ces problèmes, est-ce qu'on peut baptiser un soldat? Est-ce que ceux qui est de la guerre peuvent être chrétiens? Enfin, c'était vraiment quelque chose, il y avait une espèce d'émulsion autour de ça. Et donc, il y a eu un grand édifice qui a commencé avec saint Augustin, qui s'est poursuivi avec saint Thomas, etc., pour penser ce que peut être une guerre juste. Et là, vous sentez bien que dans ce que je vais appeler la guerre juste, ce qui va me retenir, et ce qui retient tous ces penseurs, c'est la dimension morale de la justice. Hein. Pas juste au sens simplement de conforme à la loi, qui suit la règle, mais vraiment une espèce de dimension morale très forte, c'est-à-dire un juste qui se confond avec le bien, quand même, hein, en tout cas qui est très proche, etc. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une guerre juste? Comment une guerre peut être juste? Alors, première chose, évidemment, c'est pour ça que j'ai parlé de guerre de juste cause, ce sur quoi vont insister tous ces penseurs, c'est sur ce que on pourrait appeler la dimension réactionnelle, réactive de la guerre. C'est-à-dire, la guerre ne peut être juste que si elle est une réaction à une agression. Ce qui fait que aussitôt, ce qui est posé comme une espèce de pilier central, mais qu'on dépasse un peu, c'est l'idée de la légitime défense. Ce qui rend juste la guerre, c'est que je réponds à une agression, mais c'est pas moi, pour aller vite, pour parler comme les enfants, c'est pas moi qui ai commencé, je ne faisais que me défendre, etc. Alors je prends un vocabulaire un peu enfantin. Pensez bien que cette idée du droit absolu à se défendre, vous l'avez très fortement entendu dans le débat public. Hein. C'est quelque chose qui est revenu, etc. Alors jusqu'à quelle extension, mais c'est vrai que, évidemment, intuitivement, il y a une espèce d'axiomatique très forte où, sauf à être Gandhi, etc. Enfin oui, le droit à se défendre est absolu. Et toute guerre de défense est évidemment aussitôt justifiée. D'accord ? Cela dit, assez vite quand même, si vous voulez, on va aller un peu au-delà, c'est-à-dire dire oui, j'ai insisté, je dis réactif, réactionnel, etc. Donc,
Ma guerre est juste à partir du moment où je réagis, c'est-à-dire où je réponds à quoi? À un préjudice qu'on m'a fait, à un dommage que j'ai subi, etc., de la part d'un autre, à une blessure. Alors là, je vais mêler un peu ce qu'on appelle au niveau judiciaire les dimensions civiles et pénales, mais en tout cas, vous avez l'idée que, effectivement, la guerre comme guerre juste a une dimension punitive. C'est-à-dire je dois punir celui qui a attaqué. Ou alors je prends les choses un peu plus, en passant du pénal au civil, je dois me réparer auprès de, je dois prendre réparation du dommage qu'un autre m'a fait subir. Ça, c'est quelque chose de très important, mais ce qui veut dire quand même, et ça va être fascinant pour la suite de l'histoire, que cette idée d'une guerre de juste cause va quand même, dès le départ, introduire une espèce de déséquilibre entre un belligérant qui est du côté de la justice et un autre qui, lui, est du côté du mal, de la criminalité, etc. etc. C'est-à-dire vous sentez bien que cet édifice ne tient qu'en acceptant un certain manichéisme, ou au moins un dualisme moral assez fort. Oui, ma guerre est juste parce que ce qu'il m'a fait, c'est vraiment pas possible, et je suis le juste, et lui est le délinquant, etc. Donc, première condition, il faut que ce soit une guerre réactionnelle qui corresponde à quelque chose que j'ai subi. Deuxième condition, alors qui n'est pas exactement morale, qui est un peu curieuse, mais qui permet effectivement de situer ce que peut être une guerre par rapport à une simple vengeance, vindicte, etc. Une guerre est juste si elle est menée par une autorité publique. Voilà, quelque chose qui est très fortement appuyé, qui consiste à dire que ce qui fait qu'une guerre est une guerre et une guerre juste, c'est qu'elle est menée par un État. Ça, c'est la deuxième condition. Troisième condition, c'est ce qu'on va appeler l'intentio recta, c'est-à-dire l'intention droite. C'est-à-dire qu'une guerre est juste si l'intention est réellement de répondre à un préjudice, un dommage, etc., et non pas de saisir l'excuse de ce qu'il aurait pu faire pour précisément entrer en guerre contre lui. L'idée, c'est qu'il faut que l'intention soit vraiment morale. C'est pour éviter de dire que bon, il faut quand même trouver une excuse, quoi. Donc on va chercher, etc. Donc le principe d'intentionnalité, qui est effectivement à la fois très important et bon, assez indécidable. Parce que comment est-ce que vous allez vérifier qu'effectivement, il m'a fait ça, mais enfin, c'est une simple excuse, etc. Bon, voilà. Et ensuite, vous avez deux autres conditions qui vont dessiner une espèce d'alternative assez vertigineuse. J'ai l'impression que ce que je dis, ou pas d'ailleurs, est relativement abstrait, mais on est en plein dans les débats contemporains. C'est-à-dire que dans les grandes constructions, c'est des constructions théologiques, hein, de ces pères de l'Église, etc., de ces théologiens, vous allez avoir, comment dire, deux tendances. Une tendance qui va essayer d'accrocher à la guerre juste le principe de proportionnalité. C'est-à-dire qu'une guerre ne peut être juste que si, répondant effectivement à un dommage subi, elle ne fait pas subir à l'autre des violences infiniment supérieures à ce qu'elle a subi. D'accord ? Et rompre cette disproportionnalité fait tomber la justice de la guerre. Et ça, c'est assez... oui, alors je veux dire, intuitivement, c'est très simple, évidemment, à penser. Hein. Évidemment, en même temps, c'est assez vertigineux aussi, etc. En tout cas, c'est affiché de manière claire ce critère qu'on appelle le critère de proportionnalité.
La guerre juste est une guerre qui répond à ce qu'elle a subi par une violence proportionnée. Alors j'avais dit une alternative, c'est-à-dire qu'assez vite, un certain nombre de théologiens vont dire mais c'est pas aussi simple que ça. On a l'idée qu'un État doit réagir à ce qu'il a pu subir. De manière proportionnelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ayez bien en tête l'idée, disent ces théologiens, que en répondant à l'agression première, il s'agit aussi et en même temps de s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres agressions par la suite. Alors si ça devient, Et là apparaît le terme du principe de sécurité. C'est-à-dire, oui, non, proportionnalité, c'est trop simple, parce que si je réponds exactement, il va recommencer, ils vont recommencer, donc il faut s'assurer que dans ma réponse, je fasse de telle sorte que précisément, j'inflige des dommages tels que ne soient pas susceptibles de recommencer. Le problème, c'est que vous comprenez bien que ça dessine une pente au terme dans laquelle la seule manière de s'assurer qu'il ne recommence pas, c'est de l'exterminer complètement. D'accord, oui, effectivement. Si vous voulez, si, je veux dire, le critère de... Mais en même temps c'est compréhensible. Si on dit bien, oui, c'est vrai qu'il faut quand même s'assurer qu'il ne recommence pas. Oui, mais enfin, comment s'assurer? Donc, si vous voulez, la certitude complète, elle ne peut exister que... D'accord. Alors, ce qui fait que, si vous voulez, vous avez vraiment ces deux tendances. Hein. Vous sentez qu'effectivement, au niveau simplement moral, elles ont leur justification l'une et l'autre, hein, évidemment. Mais du côté de la proportionnalité, par exemple, certains théologiens radicaux vont dire c'est tellement grave une guerre qu'une guerre juste peut être menée que si vous avez la certitude de la victoire. Sans ça, c'est pas la peine de vous engager, c'est trop aventureux. D'accord, vous avez subi, mais voilà, si vous n'êtes pas sûr de remporter, c'est pas la peine de risquer des vies, etc., etc. Bon. Alors ces débats, moi je les résume de manière évidemment extraordinairement simplifiée, simpliste, etc. Mais tout ça a duré des siècles. Hein. Ça a commencé avec saint Augustin autour du 5e siècle, etc. Ça s'est poursuivi avec saint Thomas, c'est quoi, 13e. Ensuite, c'est reparti avec les théologiens, si vous voulez, style Francisco de Vitoria, les théologiens espagnols, où il y avait en plus le problème des conquêtes coloniales. Est-ce que c'est une guerre juste, ça? C'est cette conquête comme ça des Amériques, enfin, ça fait intervenir d'autres choses, etc. Ce que je veux vous faire aussi quand même, il y avait Victoria, il y avait Suarez aussi, vous faire sentir, c'est que dans ce premier édifice que je vous dresse de la pensée de la guerre de juste cause, on ne considère pas que la religion soit un motif de guerre juste. C'est-à-dire la différence de religion, bon, vous voyez, parce que ça c'est autre chose. Ça c'est ce qu'on va appeler la guerre sainte, mais ce n'est pas la guerre juste, si vous voyez. C'est-à-dire la différence de religion ne peut pas, si vous voulez, n'est pas un motif de guerre juste. Non, c'est autre chose, c'est un autre. Là, ce que construit, c'est pas parce que c'est des théologiens qui sont insérés et ancrés dans leur propre religion, et ici la religion chrétienne, qu'effectivement ils vont considérer que, par exemple, aller massacrer des mécréants, c'est juste parce que l'existence même de ces mécréants représenterait quelque chose comme une insulte à Dieu, etc. Non, ils sont très clairs là-dessus. C'est autre chose. Il y a peut-être autre chose qui s'appelle les guerres saintes, mais c'est pas ce à quoi ils réfléchissent. Vous voyez, dans l'édifice de la guerre juste, c'est vraiment l'idée que qu'il y a une dimension punitive. Voilà, ça c'est le premier. Si vous voulez, c'est le premier édifice théorique. Le deuxième, comment est-ce qu'il apparaît, le deuxième? Il y a une espèce de petite contradiction dans cet édifice auquel, évidemment, tant qu'on restait dans des... tant qu'on restait
dans des régimes très monarchiques, très personnalisés, on ne pouvait pas y être complètement sensible, etc. Mais la contradiction, c'est quoi? C'est qu'au fond, on a dit une guerre juste, c'est une guerre qui est menée par une autorité publique. Ce que j'appelle autorité publique, dans la tête des théologiens, c'est un prince, un roi, un monarque, etc. Mais au fur et à mesure que s'installe la modernité, ce qu'on appelle l'Europe westphalienne, c'est de plus en plus ce qu'on va appeler un État. Un État. Donc, une guerre juste, c'est une guerre qui est menée entre des États. Et j'ajoute aussitôt, parce que ça fait partie de la leçon politique des modernes, un État souverain. Et j'ai dit en même temps que, évidemment, toute guerre juste suppose une asymétrie pour aller vite entre le bon et le méchant, le juste et le délinquant, etc. Le problème, c'est que si vous posez qu'il existe quelque chose comme des États souverains qui ont des relations entre eux, ces États, voilà, je vais décaler mon sens de juste et le rapatrier dans une espèce de sphère de sens juridique. Les États sont égaux, formellement, ils sont égaux. Il n'y a pas un bon et méchant. Et ce qui fait partie des prérogatives d'un État, c'est de déclarer la guerre à un autre État. Voilà. Il n'y a pas à moraliser tout ça. Simplement, il faut qu'il fasse bien les choses, c'est un autre État, donc il va faire une déclaration de guerre, etc. Est-ce que vous sentez l'autre paysage qui se dessine et qu'on va appeler le Jus in bello par rapport au Jus ad bellum, etc., etc. À partir du moment, vous vous rendez bien compte que quand se met en place l'idée des relations internationales, l'idée d'un droit international entre les États, d'un droit des gens, etc., on considère dans cet espace, je prends seulement effectivement le cadre de l'espace européen, dans cet espace européen qui se constitue avec des États souverains un peu juxtaposés, il n'y a pas un bon, il n'y a pas un méchant, simplement, ils ont entre eux des rapports juridiques, ils peuvent se déclarer la guerre, une fois la guerre terminée, ils peuvent signer des traités de paix, etc. Tout ça est juridique, mais n'a rien à voir avec la morale. C'est-à-dire que, j'exagère un peu, mais enfin c'est pour vous faire sentir la chose, c'est-à-dire qu'on va considérer que ce qu'on va appeler juste, c'est pas la bonté de la cause, c'est simplement le fait que, une fois la guerre déclarée, on va respecter dans la conduite de la guerre un certain nombre de règles. C'est une expression en français assez ancienne, mais que vous avez peut-être entendu, ce qu'on appelle les justes noces. Non, ça vous dit rien? Les justes noces, c'est très ancien. Ce qu'on appelait des justes noces, c'est des noces qui ont été faites selon les codes, selon les règles, etc. Ouais, c'est juste. Ça a été fait selon les règles, d'accord? Ça a été fait selon les règles. Donc, on va considérer que des États modernes souverains, quand ils se font la guerre, doivent respecter entre eux un certain nombre de règles. Et si vous voulez, les règles, ils les respectent tous les deux. Donc, quand je dis la guerre juste des deux côtés, ça signifie simplement que chacun, eh bien, respecte un certain nombre de règles. Alors, vous allez me dire, mais ça veut dire quoi? Comment? Au fond, c'est très très simple. C'est très très simple. C'est-à-dire que, à partir du moment où je déclare la guerre à un autre État, je me donne un permis de tuer par rapport à l'autre, c'est ma prérogative, mais pas n'importe qui, pas n'importe quand, pas n'importe comment. Il y a ce qu'on appelle un droit de la guerre. C'est-à-dire, il y a... Alors, cette expression, on l'a beaucoup entendue, de telle sorte que son espèce de scandale intrinsèque ne résonne presque plus. Il peut exister ce qu'on appelle des crimes de guerre. Il y a des crimes de guerre, mais enfin,
c'est d'une hypocrisie incroyable. Je veux dire quoi, un crime de guerre? Enfin, qu'est-ce que c'est que la guerre si ce n'est une entreprise criminelle à grande échelle, industrielle? Ah non, 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 c'est pas ça la guerre. C'est pas ça la guerre. La guerre, c'est deux États adultes, responsables, qui se déclarent la guerre et qui ensuite envoient chacun leurs armées respectives et on attend de cette confrontation un certain nombre d'effets et quand effectivement quelque chose comme une victoire apparaît, eh bien la victoire permet de déterminer, la victoire a des effets de droit. Voilà. A des effets de droit. Et ça, c'est vraiment tout un édifice juridique. C'est des gens comme Vatel, c'est des gens, enfin, il y a tout un tas les premiers grands juristes, fin 18e, 19e, qui ont posé ça. Et Kant, par exemple, avait été très très sensible à cet édifice-là, mais vous vous rendez bien compte. Parce que pour essayer de, comment dire, pour essayer de sentir comment tout ça pouvait tenir, il faut se rappeler que les guerres n'étaient pas aussi meurtrières que maintenant. C'est ça. Il faut bien voir que ce qu'on appelait guerre entre États, je veux dire, la vraie rupture, c'est 14-18. C'est vraiment le moment industriel, le moment où ça devient des boucheries, le moment, etc. Jusque-là, bien sûr qu'il y avait des morts, bien sûr, etc. Mais enfin, bon... on arrivait à considérer que c'était un mal nécessaire, etc. Bon. Donc je reprends mon idée de guerre juste, mais où je vais retenir de la justice le respect des règles. Le respect des règles, ça va être quoi? Bon, d'abord, tout ce qui se retrouve dans la Convention de Genève, etc. C'est-à-dire respect absolu des populations civiles, de ceux qu'on appelle les innocents, mais au sens étymologique, c'est-à-dire qui ne sont pas nocentes, qui ne sont pas nuisibles, qui ne sont pas nocifs. Voilà, c'est des innocents, c'est-à-dire non, c'est pas, voilà, il n'y a pas à les tuer parce qu'ils ne sont pas dangereux. Respect des trêves, respect du personnel diplomatique, etc. Se mettre d'accord sur les armes qu'on peut utiliser et les armes qu'on ne peut pas utiliser, hein, ça donne lieu aussi à des conventions, etc. Et ça, si vous voulez, c'est tout un édifice qui se fait en place entre le XVIIIe et le XIXe siècle, et qui fait que, oui, quelque chose comme un crime de guerre peut être entendu, parce qu'on dit à un des belligérants, non, non, ça, t'as pas le droit de tuer comme ça, t'as pas le droit de tuer tel ou tel voilà, secteur de la population. Et en même temps, vous allez me dire, oui, mais c'est d'une hypocrisie formidable, non? On peut trouver ça d'une hypocrisie formidable, effectivement, en disant, ah bah oui, alors, une guerre, ouais, non, pas de problème, hein, si le cachet de la poste faisant foi, j'ai fait les choses comme il faut, je vous ai fait la déclaration, j'ai signé, il y avait tout, donc c'est bon, je peux y aller, je peux envahir, etc. Ah bah ouais, c'est vrai, moi, ouais, bah c'est bon, moi aussi, ouais, mais... Donc, on peut se dire que c'est, en même temps, comment dire, en même temps, il y a certains effets là-dedans de limitation, au sens de limiter, qu'on ne peut pas nier. Quand je dis qu'on ne peut pas nier, quand comprenez, c'est la formule de Rousseau. La guerre n'est pas une relation d'homme à homme, mais une relation d'État à État. Ça veut dire quoi, cette formule? Ça veut dire qu'au fond, c'est une convention, la guerre, mais il n'y a pas de haine. Ah non, bah oui, bah il se trouve qu'on a déclaré la guerre, donc c'est ce qu'on appelle le justus hostis. C'est l'ennemi juste, voilà. Et puis quand ça s'arrête, bah ça s'arrête, c'est bon, c'est fini, etc. Mais vous voyez, on respecte les populations civiles, etc. Ce qui est très... là où on est, parce que moi j'ai pas de solution, évidemment, mais on est très partagé entre le fait de dire, mais enfin, c'est quand même d'une hypocrisie, un signe, etc., considérer qu'un État, ça fait partie de ses prérogatives, et il n'a pas à se justifier moralement. Je te fais la guerre, je te fais pas la guerre, c'est moi qui décide, voilà, parce que je suis souverain, et l'autre, bon, bah voilà, il subit, bah oui, il m'a envoyé la lettre, etc., donc maintenant, il faut que je sois à la hauteur. En même temps, vous considérez, essayez de penser aussi, alors j'ai presque dit,
pas de la peine, mais c'est vrai que cet argument a été, que je trouve très fort, il a été avancé et développé par une personnalité par ailleurs tout à fait, comment dire, très peu recommandable, etc., c'est-à-dire Carl Schmitt, hein, qui était le grand juriste du Troisième Reich, oui, nazi, etc. Mais l'argument consistait à dire, oui, mais vous comprenez bien qu'à partir du moment où vous faites de votre ennemi un représentant du mal absolu, vous ne vous donnez aucune limite pour l'anéantir. C'est-à-dire que, alors jusqu'à quel point est-ce que ça peut marcher, mais c'est vraiment, je vous confronte ou je me confronte à une énigme, mais on est obligé de se poser quand même la question, jusqu'à quel point est-ce que si on moralise trop la guerre, c'est-à-dire si on pense trop en termes de bien et de mal, il n'y a pas quelque chose comme un manichéisme qui va, comment dire, qui va justifier notre monstruosité à anéantir celui qu'on a décrété être un monstre. Voilà. Ça, c'est une drôle de question, une drôle d'énigme, etc. Bon. Donc ça, c'est vraiment la situation, j'allais dire, voilà, cette situation que je vous décris, édifice de la guerre de juste cause, mettons, entre le XIIIe, XVIe, XVIIe siècle, l'Europe westphalienne, de plus en plus développement ensuite de l'autre édifice juridique, et puis après le XXe siècle, évidemment, vient rabattre les cartes, et on a, si vous voulez, ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre existentielle, c'est quoi? C'est une maximisation de la guerre de juste cause, hein, qui va minimiser, si vous voulez, tout ce qui est de l'ordre de la guerre juste, de la guerre formelle. Vous sentez ce que j'essaye de dire, c'est qu'à partir du moment où vous déclarez que votre guerre est existentielle, vous ne vous donnez aucune limite pour la mener contre ce mal. Mais ce qui est normal, intuitivement, c'est normal, quelqu'un qui, si vous voulez, qui menace votre propre existence, ben oui, vous n'allez pas prendre des gants en disant, oui, j'ai quand même des règles de politesse, messieurs les Anglais, tirez les premiers, enfin, sur les formules, etc. D'accord? Bon, je passe... Ah non, déjà, ça va vite, hein. Ah ouais, le temps passe vite. Je vais peut-être passer, alors je laisse tomber le troisième sens de la justice, tant pis, peut-être ça reviendra dans la discussion et je vous l'exposerai, mais je parle beaucoup plus des racines de la guerre. Comment est-ce que, enfin des raisons de la guerre, des causes de la guerre, etc. Et là, qu'est-ce que j'ai comme repère? J'ai un texte de Hobbes dans le Léviathan, le fameux chapitre 13, qui a servi, j'allais dire, de réservoir absolu pour codifier un peu à la fois les formes, les raisons, les causes de la guerre, dans lequel, alors, dans ce chapitre-là, Hobbes considère quelles sont les causes qui font qu'en l'absence d'une autorité publique, qu'en l'absence de l'État, les hommes sont condamnés à se mener entre eux une guerre indéfinie, ce qu'il appelle la guerre de tous contre tous, et pourquoi est-ce qu'il faut constituer un souverain pour effectivement imposer un ordre. Vous voyez, vous entendez évidemment le schéma, et à partir de là, il va vous expliquer qu'il existe ce qu'il appelle des passions naturelles, trois passions naturelles, qui sont les racines de la violence, et qui vont se retrouver après dans les guerre entre États, mais au départ, ils pensent seulement comme racine de la guerre entre individus en l'absence d'État. La première, c'est évidemment ce qu'il appelle la cupidité. Ben oui, cupidité, c'est-à-dire, alors qui se fonde sur deux items. D'abord, la rareté. Si vous voulez, évidemment, quand les choses sont rares, voilà, à qui ça appartient? Ben, à celui qui va se battre le plus fort et déchaîner le plus de violence pour l'avoir. Voilà. Donc, rareté des biens matériels qui va entraîner évidemment la guerre, c'est-à-dire l'utilisation de la violence pour que je puisse m'approprier
pour moi ce qui est rare. Et deuxièmement, ça c'est un truc qui... Le critère de rareté est très important, il est très important dans la critique de la raison dialectique, chez Sartre, etc., aussi comme cause de la violence. Ce qui apparaît aussi chez Hobbes, et qui sera repris ou réinventé par René Girard dans ce qu'il appelle le désir triangulaire, eh ben, la jalousie, l'envie, etc. D'accord ? Donc vous avez tout un premier pôle passionnel qui se dessine autour du désir, moi, d'avoir ce que l'autre a, et que l'autre n'est pas prêt, évidemment, immédiatement, à me donner. Et j'ai beau lui expliquer que, quand même, ce serait mieux que ce soit moi qui l'ai. Non, il ne veut pas comprendre, donc à un moment, je passe au rapport de force, à la violence. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment quelque chose, et qui se retrouve, évidemment, dans ce qu'on va classifier comme les guerres de conquête. Voilà. Les grandes causes de guerre, évidemment, c'est... Voilà, c'est des terres rares, ce sont des minéraux précieux, évidemment. Hein, c'est d'obtenir des parts de territoire, etc., qui appartiennent à l'autre et qui, effectivement, contiennent des richesses qui nous serviraient bien pour maximaliser notre puissance, etc. Donc ça tourne autour de la cupidité, donc rareté, effet de jalousie, etc. Avec cette idée très belle et que découvre Hobbes, et que va développer à l'envi René Girard, qu'au fond, ce qui fait qu'on désire l'objet, c'est moins une qualité intrinsèque de cet objet que l'éclat que lui donne le désir de l'autre. Ça, c'est la racine de la jalousie. Voilà, ce qui me fait envie, c'est que l'autre a vraiment l'air d'en jouir, quoi. C'est pas bien, mais ce qui excite mon envie, c'est une structure, ce qu'il appelle la structure triangulaire du désir, hein, le désir du désir de l'autre, quoi, etc., etc. Deuxième grande racine de la violence et donc des guerres, alors là on est dans ce qu'on appelle les guerres défensives, plutôt c'est la peur. La peur, oui, la peur, c'est-à-dire qu'au fond, oui, je fais une guerre contre l'autre parce que je sens qu'il devient de plus en plus menaçant. Ah, c'est vachement compliqué, ça. Et peut-être qu'il vaut mieux pas que j'attende qu'il soit effectivement complètement menaçant et qu'il passe à l'acte. Si j'arrive à percevoir un certain nombre de signes qui me font penser qu'il pourrait être menaçant un jour, peut-être qu'il vaut mieux que je réagisse tout de suite. Je vous dis des choses qui sont d'une banalité absolue, mais qui ont donné lieu au concept de guerre préemptive. Et c'est quand même ça, ce qu'on appelle la guerre préemptive. C'est, oui, d'accord, aujourd'hui non, mais demain. Le problème, si vous voulez, le problème qu'on avait déjà avec le principe de sécurité, c'est le problème, c'est que la sécurité n'a aucune limite, si vous voulez. Mais demain, oui, demain, je n'en sais rien. Autant le faire tout de suite, si vous voulez, parce que comme ça, au moins, ce sera réglé. C'est une espèce de montage qui est tout à fait incroyable. Et c'est vrai que, un certain nombre, par exemple, d'explications de la Première Guerre mondiale s'explique par une espèce de cycle paranoïaque où je me réarme. Ah bah oui, l'autre voit que je me réarme, donc il se réarme aussi. Ah oui, il se réarme. Enfin, vous voyez, une espèce de ce qu'on appelle le cycle paranoïaque, qui correspond évidemment au fait que cette fois, c'est pas que je désire avoir ce que l'autre a, mais je désire conserver ce que j'ai contre l'autre, donc il faut d'abord que je neutralise l'autre pour être vraiment sûr que ce que j'ai peut m'appartenir vraiment. Parce que tant que l'autre représente une menace pour ce que j'ai, je ne suis pas tranquille et en sécurité avec mes propres possessions. Donc ça tourne autour de la peur. Troisième, si vous voulez, grande passion humaine, ce qu'on appelle les passions naturelles, et qui dessine un troisième paysage de sens passionnel très 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 différent, c'est ce qu'il va appeler la vanité, il va appeler le désir de gloire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, si vous voulez, au fond, il faut que je montre à l'autre que j'ai beaucoup plus que lui n'a. C'est-à-dire que ce sont des guerres
qu'on va appeler des guerres de prestige. Voilà. Dénomination historique, c'est des guerres de prestige où je suis pas menacé. Non, je ne suis pas menacé. J'ai pas tellement envie d'avoir ce qu'il a parce que j'ai assez. Cela dit, l'affirmation de ma puissance passe par la guerre. Sentez ça? L'affirmation de la puissance. C'est-à-dire, c'est la raison de la guerre, c'est effectivement, alors ça a été formalisé par un fabuleux dialogue chez Thucydide entre Athènes et les représentants de l'île de Bélos, à propos duquel Léo Strauss a fait un commentaire complètement génial aussi, mais qui consiste à dire, écoutez, les Méliens, vous êtes bien gentils, mais les Méliens voulaient rester neutres dans le conflit entre Sparte et Athènes. Et ça gênait Athènes. Ils vont voir le représentant, alors les Méliens disent, non, mais nous, on ne veut pas de problème. Hein. Non, non, vous faites... oui, mais voyez-vous, disent les Athéniens, si on ne vous envahit pas, alors qu'on pourrait vous envahir et qu'on a les moyens de vous envahir, on va penser que on n'a pas envie de vous envahir et qu'au fond, on commence à faiblir un peu, si vous voulez. Vous voyez? C'est-à-dire, en fait, une espèce de structure dans laquelle la guerre est une affirmation de puissance qui ne s'arrête jamais, qu'il faut sans cesse renouveler et qui tourne autour du prestige. D'accord ? Bon. Alors, avec ça, si vous voulez, on a effectivement une explication qui couvre... voilà. Et qu'est-ce qui manque pour moi? Qu'est-ce qui manque? Je ne sais pas si vous-même, vous avez comme... il me semble que ce qui manque quand même, c'est une espèce de quatrième paysage, passionnel, affectif, émotif, qui va beaucoup plus tourner autour de passions comme le ressentiment, la colère. J'ai été... Alors c'est quelque chose que Bernard a développé à la fin de son introduction, c'est-à-dire l'idée qu'au fond, les racines de la guerre, ce sont les mauvaises paix. Les racines de la guerre, ce sont les souvenirs de gloire passée. Ce sont les défaites qu'on a pu subir. Ce sont les humiliations qu'on a eues. C'est-à-dire que vous avez un troisième, et ça, Hobbes ne voit pas du tout, parce qu'il pense de manière, si vous voulez, très, très principielle, etc. Mais si on pénètre un petit peu dans l'histoire des peuples, on s'aperçoit qu'effectivement, les peuples sont traversés par des récits. Et que ces récits-là, sont ce qui, j'allais dire, sont des espèces de nourriture de la guerre, parce que ce sont des récits dans lesquels on va ressasser, et c'est possible autrement, j'en sais rien, et c'est vrai, les humiliations qu'on a subies, et se préparer aux revanches futures. C'est-à-dire ce quatrième pôle passionnel est un pôle qui va tourner autour justement de ces passions qui ont pu, parce que les paix n'étaient pas de vraies paix, parce que les paix laissaient subsister trop de colère et trop de ressentiment, nourrir les guerres futures. Ça, c'est quelque chose que je trouve assez important. Vous l'avez dit, bon, je finis très vite. D'accord. Il y a un quatrième paysage pulsionnel qu'il faut quand même indiquer, même s'il constitue en lui-même une énigme. Et si vous voulez, il n'y a pas grand-chose à en dire, si ce n'est même de le nommer, c'est ce que Freud appelle la pulsion de mort. Et qui développe après, si vous voulez, après la Première Guerre mondiale, justement, dans les années 20, etc. C'est-à-dire l'idée que, alors je le dis très vite, parce qu'il est déjà 33, je reprendrai si on a des discussions, l'idée que, au fond, ce qui habite l'histoire humaine, c'est une pulsion suicidaire profonde. Voilà. Et que les guerres sont l'expression de cette pulsion suicidaire.
Alors pourquoi il n'y a rien à en dire? Parce que qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est assez compliqué quand même d'aller repérer au cœur de la vie même, explique Freud, une pulsion qui demande l'anéantissement. Et au fond, alors il y a cette espèce de truc qu'explique Freud qui consiste à dire, ben, vous savez, la seule manière de sortir de sa pulsion suicidaire, c'est de la projeter sur l'autre. Oui, évidemment. C'est-à-dire de la renverser, évidemment, contre les ennemis. Bon, alors là, on arrive dans des choses qui, j'allais dire, relèvent plus sans doute de la psychanalyse que de la philosophie, mais en même temps, on ne peut pas le nommer. Il est 35, donc je m'arrête et je vous remercie pour votre attention. Bon, c'est que la monstruosité fait partie du débat aussi, c'est d'interroger jusqu'à quel point les civils sont des civils. C'est-à-dire jusqu'à quel point l'appartenance à un peuple ne va pas, j'allais dire, constituer une espèce de non-innocence absolue. C'est-à-dire, non, c'est pas possible. Là aussi, quand je prends un truc de la sécurité, l'argument qui consiste à dire, non, mais attendez, oui, non, mais, ok, c'est des enfants, mais dans 20 ans, ce sera pas... Ben oui, qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est terrible cet argument de la sécurité. Parce qu'il a une part de vérité, bien sûr. Mais si vous voulez, le problème à chaque fois, c'est d'échapper à la monstruosité. Et échapper à la monstruosité, c'est d'accepter des parts de vérité, mais en décelant à chaque fois ce qu'il peut y avoir de monstrueux en elle. D'accord ? C'est-à-dire que si on prend mes deux arguments du début, proportionnalité contre sécurité, bien sûr que vouloir la sécurité, c'est bien, mais ça peut devenir monstrueux si vous l'étendez définiment. Bien sûr, la proportionnalité, c'est bien, mais si c'est purement mécanique, ça n'a aucun sens non plus. Enfin, de quel calcul on parle? Est-ce qu'on va compter les nombres de morts? Ça veut dire quoi? Dire, ah bah ouais, tu m'en as tué 310, donc il faut bien le compter. Ouais, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on est pris avec la guerre, en tout cas la philosophie avec la guerre est poussée dans ses retranchements et vrille. Mais en même temps, c'est peut-être mieux de rester dans cette vrille et d'essayer de continuer à penser que tranquillement se dire, bah non, il vaut mieux penser la paix, la justice, parce que là c'est tranquille. Là, on va y arriver tout de suite, hein, à définir la justice, ce qui revient à chacun, etc. Voilà. Mais sauf que voilà. Donc, quand vous dites, est-ce que moralement, moi, ma réaction immédiate, c'est évidemment de vous dire non. Sauf que l'histoire, si vous voulez, à partir du moment les grandes guerres mondiales, quand on a décidé, par exemple, vous prenez Hiroshima, comment finir une guerre? Ben voilà. Là, ils n'ont pas envie de recommencer, je peux vous dire qu'ils vont capituler tout de suite. Ça a été ça. Le raisonnement, ça a été de dire plutôt accepter plutôt la mort d'un certain nombre de civils qui, au fond, permet de sauvegarder. On rentre dans des calculs. Je veux dire, mais est-ce qu'on peut calculer? Oui, on est pris dans des spirales de monstruosité. Il faut essayer de tenir bon. C'est tout. C'est jusqu'au point où je finis, je vous laisse juste la parole, où par exemple Schmitt, sale type, encore une fois, mais avait eu cette réflexion, je trouve, assez forte, qui consistait à dire, nous avons fabriqué, nous, espèce humaine, des instruments de destruction tellement monstrueux que nous serons obligés de rendre monstrueux ceux contre qui on va s'en servir, sauf à accepter d'être monstrueux nous-mêmes. Sentez cette espèce de truc, je trouve ça génial. C'est-à-dire que ça consiste à dire, bah oui, je vais m'en servir, c'est monstrueux, mais je m'en sers contre des monstres, donc voilà.
Parce que si effectivement, c'est pas des monstres, mais de vrais innocents, à ce moment-là, la monstruosité, elle est du côté de celui qui s'en sert. Donc c'est... ouais. Ok, oui, je vous écoute. Oui, je voudrais revenir à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on constate? Qu'on a toutes les causes que vous avez énumérées, spécialement la cupidité, la peur, la colère, etc. On n'a pas les garde-fous de moins en moins du droit international, donc on n'arrive pas à se rassurer. Les guerres d'aujourd'hui ne sont pas juste des deux côtés, pour reprendre votre formule. On n'a pas non plus les conditions très strictes, ni religieuses, ni morales, ni juridiques, qui sont quand même... La règle du jeu, c'est toujours très important, hein, ça cadre toujours bien. Et ce qui est le plus inquiétant aujourd'hui, c'est ça, c'est que le droit international semble un peu impuissant. Alors on est vraiment très très mal paré. Oui, je vous remercie de ce constat plein d'optimisme, mais que je partage aussi. C'est-à-dire, je pense que dans le débat public, un certain nombre d'énoncés comme on a un droit absolu à se défendre et il s'agit d'une guerre existentielle, ce sont deux énoncés qui, d'une certaine manière, ont leur légitimité. Ben oui, bien sûr, on a le droit de se défendre. Okay. Mais un droit absolu, qu'est-ce que ça veut dire absolu? S'il y a un droit absolu à se défendre. Mais si vous voulez, le problème, c'est qu'effectivement, ce sont deux principes qui anéantissent ce que vous avez dit, le droit international. Qui l'anéantissent. Parce que le droit, il est fait avec des limites, etc. Mais à partir du moment où vous considérez et où vous faites passer dans les débats publics que celui contre lequel vous vous battez est un représentant du mal absolu, à partir de ce moment-là, vous vous autorisez tout. C'est ce qu'on entend tout le temps. Et avec l'espèce d'argument qui serait difficile à dire, parce que j'entends ça, mais comme vous, sur les plateaux de télévision, etc. Mais enfin, on ne va quand même pas faire du droit international et faire jouer les clauses du droit international par rapport à des gens qui ne le respectent pas du tout. Non. Et l'idée qu'il faudrait faire passer, ce serait l'idée si, mais pour vous sauver vous-même. Ce n'est pas pour les autres que vous faites ça. C'est pour vous sauver vous-même. Et ça, c'est... Oui, mais c'est le sens du droit, vous avez raison, mais il est difficile à passer. Il est difficile parce que la manière dont fonctionnent les énoncés dans notre société contemporaine, la manière dont ils sont véhiculés par l'affect, etc., empêche cette espèce de recul que vous appelez le sens du droit et qui est de dire, ben oui, sauf que, voilà, c'est plus compliqué que ça, il faut accepter, voilà. Parce qu'on... Peut-être que les émotions sont prioritaires par rapport à la pensée, parce que le droit, c'est une pensée. La manière dont je le dirais aussi, mais qui rejoint la vôtre, c'est que le vrai contraire du droit, c'est le récit. Et qu'à partir du moment où vous êtes dans un récit, si vous voulez, le récit, il est toujours asymétrique. Le récit, c'est votre histoire. C'est pas partageable. Et quand, si vous voulez, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il existe une guerre des récits qui nourrissent les guerres. Et qui les justifie, mais qui les justifie dans tout ce qui est du côté de la symétrie, de la construction des monstruosités, etc. Après, on dit, oui, mais enfin, le droit, c'est un peu formel, c'est un peu sec, il n'y a pas d'émotion. Oui, peut-être que ça fait du bien aussi, quoi. Donc, je ne sais pas comment m'en sortir, mais c'est vrai que, voilà, c'est vrai que j'ai été de plus en plus sensible à cette dimension du récit
c'est Bernard qui signalait que j'avais participé à l'œuvre d'édition des cours de Michel Foucault. Il y a un cours qui s'appelle « Il faut défendre la société », où il montre cette puissance des récits dans la guerre. Et au fond, les gens font la guerre, alors on peut bien dire les passions aussi, mais toutes ces passions dont j'ai parlé, elles sont prises dans un récit que chacun se fait à lui-même, et ce récit fait communauté aussi, bien sûr. Et quand vous avez un récit identitaire contre un autre récit identitaire, le droit ne peut plus exister. Ça n'existe plus. C'est parce que le propre du droit, c'est de fonctionner sur la réciprocité, sur... voilà, il y a un truc un peu formel, mais le récit, et heureusement, c'est incarné, c'est charnel, d'accord, mais ouais. Mais encore une fois, je vous laisse un peu, je finis juste. Encore une fois, il peut y avoir une monstruosité du droit aussi, mais il y a une monstruosité du récit. Le problème, si vous voulez, ce serait ça pour moi qu'il faut faire passer, c'est que ce qui nous permet de nous sauver de la monstruosité de chaque vérité, c'est d'accepter une part de la vérité contraire. C'est tout. Je ne sais pas si c'est du Condorcet. Ou Philippe Pourret. Non, ça pourrait, vous voyez. C'est-à-dire quand on est dans une position, oui, non, chaque position a sa propre monstruosité. Ce qui nous en sauve, c'est qu'à un moment, oui, mais enfin, il dit ça, il y a quand même un peu de vrai dans ce qu'il dit. Vous voyez? Pardon, je suis un peu confus. J'avais une... Je trouve que vous êtes passé un peu vite sur ce que vous avez présenté comme la troisième catégorie, qui revient dans le débat à l'instant, sur la catégorie de guerre existentielle. Est-ce que vous avez, est-ce que vous disiez, la maximisation de la guerre de juste cause versus la guerre juste des deux côtés, mais que vous l'avez présenté comme étant assez caractéristique du XXe siècle. Du XXIe, Du XXe, du XXe aussi. Du XXe aussi, mais j'ai l'impression qu'elle traverse les siècles, parce que la guerre existante, vous avez dit tout à l'heure, la guerre juste, la guerre de juste cause, les guerres de religion n'en font pas partie. Et finalement, les guerres de religion ont été des guerres existentielles, que ce soit les guerres qui étaient des guerres d'État à État, les guerres de religion qu'on connaît à partir du XIe siècle, mais ensuite les guerres de religion qui sont des guerres civiles ou des guerres entre États, et qui sont des guerres dans lesquelles tout cède, enfin c'est ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de règles. Là, il n'y a plus de règles dans la mesure où l'autre est à exterminer. Et on a aujourd'hui, sous le masque de la religion, la même chose qui revient effectivement avec cette notion de guerre existentielle. Donc je me suis demandé en vous écoutant si finalement cette catégorie-là ne transcendait pas quasiment, enfin pas toutes les autres, puisque justement elle s'oppose à la guerre de juste des deux côtés. Non, vous avez j'allais dire, vous avez sans doute raison, mais ça suppose qu'on accepte l'idée que ce qui s'est construit comme droit international dans l'Europe entre la fin du XVIIIe et la fin du XIXe siècle aura représenté une exception dans l'histoire. Voilà. Voilà. Et qu'au fond, ça ne marche pas, etc. C'est vrai. À ce moment-là, vous pouvez dire que oui, que toutes les guerres sont... parce que c'est vachement compliqué cette histoire de guerre existentielle, parce que ça veut dire quoi exister? Ça veut dire quoi quand je dis que l'autre m'empêche d'exister? Ça veut dire qu'il représente une menace vitale, ou ça veut dire que dans l'expansion de mon existence, il représente une limite? C'est pas exactement pareil, voyez. Et c'est vrai que c'est une espèce de formule choc en même temps, parce qu'on sent bien qu'elle contient cette espèce de noyau de légitimité intrinsèque. Et vous dites, attendez, c'est une guerre existentielle, ça introduit de l'indiscutable. Et ce qui fait que ça veut dire qu'on dit aux penseurs, aux philosophes, ou à vous, écoutez, c'est une guerre existentielle, ça veut dire taisez-vous. C'est ça. C'est exactement ça que ça veut dire. C'est maintenant vous la fermez, c'est existentiel. Il n'y a rien à dire. Tout le reste n'existe pas.
Ce qu'on défend, c'est notre peau, et quand on défend... Voilà. Et vous avez raison, si vous voulez, de dire qu'effectivement, il y a un lien avec les guerres de religion, parce qu'effectivement, à un moment, religion contre religion, c'est existentiel, parce qu'il n'y a pas d'espace de discussion commun. Et propre du droit, c'est représenter une table commune. Voilà, on partage. Et quand on est religion, tout à fait. Oui. Oui, mais ce motif justement existentiel, est-ce qu'il n'est pas inventé à chaque guerre des deux côtés vous parliez de récits, mais ces récits, justement, ils inventent toujours un ennemi, un monstre, comme vous dites, et une raison existentielle de le détruire. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle, un nouveau motif des guerres qui est apparu plus récemment, c'est aussi des guerres justes pour aller dans un cas de guerre civile, pour aller justement remettre la paix ou protéger la population de guerres tribales ou de, je pense particulièrement en Afrique. Oui, dans le cas de la responsabilité de protéger. Mais un motif, Poutine, il dit que c'est une guerre existentielle parce que l'OTAN a commencé à menacer la Russie. Et donc on invente toujours une raison existentielle. Oui, on invente, mais si vous voulez, pour dire que c'est inventé, il faut une position d'extériorité. Quand vous êtes dedans, celui à qui vous dites vous inventez va vous regarder, va vous dire mais vous ne pouvez pas. Parce que lui, il est dans le récit. Alors moi, je suis dans l'extérieur, je dis non, mais enfin, c'est quoi ce truc? Mais lui, à partir du moment où vous vous considérez, vous, comme acteur, personnage du récit dans lequel vous êtes, je dis c'est fin de la discussion, quoi. C'est fin de la discussion. C'est-à-dire qu'il va me dire, oui, vous me dites que j'invente. Non, mais moi j'invente pas. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on m'a raconté sur mon grand-père, sur ma famille, ceci, cela, etc. Voilà, moi j'avais participé pour présenter ce livre. Alors en plus, il m'avait fait vraiment comment ça s'appelle, la Grande Librairie, oui, ça, où il y avait un auteur russe très fameux, celui qui a fait le Testament français, Makin, et puis un très beau Ukrainien, etc. Et puis l'animateur, je ne sais plus comment il s'appelle. Le nouveau, oui, c'est ça, Augustin Trapenard. Ah ouais, je vous ai invité parce que oui, c'est un peu philosophique, c'est au-dessus, j'ai peur de ce qui va se passer entre les deux, etc. Donc ce sera bien parce que ce sera au-dessus, etc. Et vous prendrez le truc, vous allez prendre de la hauteur, etc. Et là, j'ai fait l'expérience existentielle. En France, c'est pas possible, parce que chacun était dans son récit. Parce que quand Makin dit oui, mais vous les connaissez, les cimetières, hein, dans le Donbass, où il y a des enfants russes qui ont été tués, etc. Et l'autre qui dit, voilà, ils sont chacun dans leur récit, dans leur émotion. Et vous allez dire quoi, vous? Et vous êtes, c'est... voilà, je l'appelle Augustin Trapenard. Parce que j'étais pris dans un piège. Parce qu'au fond, vous ne pouvez pas. Évidemment, vous êtes appelé à ça, mais au fond, c'est pas possible de redistribuer les bons points. C'est quoi le point de vue? Je veux dire, ils sont dans leur guerre. Je veux dire, quand chacun a, dans sa famille, dans sa communauté, des morts à défendre, des souvenirs douloureux, etc., vous avez une espèce de terreau comme ça qui fait que c'est vraiment compliqué. Oui, ouais. Une obsession depuis très longtemps, c'est le consentement individuel à la violence collective. Et quand vous parlez de récit, on observe, j'ai pu l'observer en étudiant la guerre froide, ou même sur des récits du déclenchement de la guerre d'Algérie, de rapport entre Européens et Algériens. Je veux dire, ces rapports, il y a un moment où il est très clair que la dualité s'installe et qu'il n'est plus possible de vivre parce qu'il y a les amis et les ennemis. Tel médecin très aimé d'une population algérienne qui avait accouché des tas de femmes, son ami qui était maire du village lui dit « Je ne peux plus te protéger, c'est terminé, tu dois choisir ton camp. Ou tu es avec nous ou tu es contre nous. »
Et puis la guerre terminée, ils sont tombés dans les bras. L'un de l'autre, ils ont pleuré les morts, les souffrances, et des trucs comme ça ensemble. Et tout d'un coup, on a basculé dans l'état de guerre, etc. Comment l'État, j'aurais bien aimé que vous développiez votre troisième point que vous aviez annoncé, tout d'un coup, comment, pendant la guerre froide, le stalinisme s'est installé en créant une image de l'ennemi, en créant le rideau de fer, et avec une fabrique de l'ennemi qui était constante dans les populations. Constante dans les populations, amis et ennemis. Et les gens vivaient dans la peur de l'ennemi. Et il n'était plus possible de choisir son camp. Trump, en créant l'ennemi intérieur, crée aussi ces mêmes réflexes. Et quand je l'ai lu dans Désobéir, la notion de consentement, je me suis posé la question, à quel moment des masses de population, là on a parlé des dirigeants, mais je parle du masse, de ce consentement individuel à la violence collective, et le moment où les gens acceptent de voir cette dualité, l'ami et l'ennemi, et qui fait qu'on ne peut plus imaginer de solutions et de solutions possibles. C'est l'impasse dont vous étiez en train de parler. J'aimerais que vous en parliez un peu plus. Oui, non, mais et là, j'ai pas grand-chose à en dire parce que vous l'avez très bien énoncé. C'est-à-dire qu'il y a à un moment des points d'irréversibilité. C'est-à-dire que vous avez du conflit et tout. Je veux dire, c'est la même chose, c'est passé en Yougoslavie, etc. Parce que les gens, c'était des voisins. Dans la guerre civile, c'est des voisins, ils se rendaient service, ils se connaissaient tous, etc. Et à un moment, vous avez une espèce de coagulation d'un récit qui monte, et je veux dire, à un moment, c'est récit contre récit, et il faut savoir, on vous demande de savoir à quel récit vous appartenez. Oui, tout à fait. Il y a l'état de guerre et l'état de paix. Et dans l'état de paix, on respecte les lois, on ne tue pas, etc. Mais dans l'état de guerre, on peut tuer l'ennemi, puisque c'est plus une personne, c'est un ennemi. Et ça, je pensais que, je veux dire, le moment du consentement, le moment de la bascule, je ne sais pas qui l'a étudié, je pensais que vous aviez des éclaircissements. Non, parce que si vous voulez, le moment de la bascule, c'est le moment où, si vous voulez, vous êtes traversé par un récit et que le récit, si vous voulez, c'est quelque chose de très partagé, et le consentement qui suppose une espèce d'isolement et de, comment dire, pour le dire autrement, le consentement se conjugue toujours à la première personne. Le propre du récit, c'est qu'il n'est pas à la première personne. Il est à la première personne, du pluriel. Et voilà. Et dans cette première personne du pluriel, le jeu individuel doit faire sa part, etc. Et donc, voilà. Et c'est comme ça que je le vois, c'est-à-dire, il y a c'est des moments de rupture, de rupture d'équilibre, et on s'aperçoit que c'est, si vous voulez, je veux dire, on s'aperçoit à un moment qu'il est trop tard. C'est fini. Ce passage du jeu au nid, d'ailleurs, on l'observe très très bien dans les récits d'engagement dans la résistance. Oui, donc vous avez raison. C'est flagrant. Mais ça, c'est un passage glorieux. Oui, mais du jeu. Il existe dans le sens aussi, hélas. Tout à l'heure, donc, vous avez parlé beaucoup de passion, je dirais beaucoup du ça. Je me demande s'il n'y a pas un surmoi qui pourrait être un peu sur l'éducation. Et d'ailleurs, Condorcet écrivait « Je me défie de ceux qui appellent à mon sentiment dans les choses que je peux décider par la raison. » Et j'aimerais revenir au tout début de votre intervention sur le « tu ne tueras point ». C'est-à-dire qu'en fait, dans l'éducation, ça serait, vous avez parlé des récits, et très souvent, on dévalorise l'ennemi. Ouais. Bon, les Allemands appelaient les Russes et les Slaves des Untermenschen, des sous-hommes. Après le 7 octobre 2023, qui a été totalement horrible, hein, je ne veux pas minimiser, le ministre de la Défense, qu'est-ce qu'il dit des Palestiniens? Ce sont des animaux humains. Donc les animaux, si je tue les petits,
Pas humains, mais pas Non, des animaux. non, ce sont des animaux humains. Et oui, il a dit ce sont des animaux humains, mais des animaux, donc je peux tuer les petits, les femmes et tout. J'ai le droit. Voilà. Donc c'est pareil sur Poutine qui parle des Ukrainiens comme des petits Russes, et Poutine n'est pas affectif dans ce cas-là. Et là, effectivement, vous dites pourquoi la guerre, lorsqu'on en avait parlé avant, j'avais dit on pourrait peut-être réfléchir à pourquoi pas la paix, parce qu'il y a aussi des expériences de non-violence. Bon, moi j'ai été aussi un peu impressionné par Jean-Marie Muller, que vous avez dû étudier aussi. Tout à fait. Comment? Voilà. Et juste 2 exemples. Lorsque les Allemands, les nazis envahissent le Danemark, le roi du Danemark apparaît au balcon de son château avec une étoile jaune. Il n'y a quasiment pas eu de juifs danois déportés. De même, en Corse, il n'y a quasiment pas eu de juifs déportés, parce qu'il y a eu des solidarités. Alors je sais que c'est difficile de proposer la non-violence face aux armées nazies, mais quand même, ça marche aussi. Et je crois que, effectivement, parmi l'éducation, alors c'est peut-être un peu naïf, mais c'est effectivement de se dire que chaque être humain a de la valeur, que c'est un quantum sacré d'humanité, et là aussi, ça peut faire partie des choses. Et deuxième chose, il y a des... Alors, puisque vous avez parlé de religion, c'était la Fondation Santé Gidio qui s'occupe de la prévention des conflits. Et c'est vrai que si on cherchait à prévenir les conflits, en Suède aussi, il y a pas mal d'instituts, il y en a peut-être en France aussi. Voilà. Et dernier point, parmi ceux qui ont essayé d'être des consciences après le 7 octobre, c'était difficile. Il y a quelqu'un que nous avons reçu plusieurs fois ici, qui est Elie Barnavi, et il y avait Ronnie Broman. Bon, ils ont été très, très rapidement inaudibles, et effectivement, sur notamment LCI, on préfère interviewer M. Jérusalemi, qui est un ancien commando israélien, je ne lui en veux pas, mais il dit tout Iranien doit être rayé. Voilà. Bon. On préfère ça, c'est plus facile de faire passer ça dans les médias, mais bon, est-ce que vous pourriez développer un peu sur comment arriver à la paix? Non, mais je crois que là aussi, j'ai été beaucoup interrogé au moment de la sortie du livre sur la conclusion, où je dis, vous savez, la paix est profondément naturelle. Je dis, mais attendez, parfois. Et j'essaye de tenir ce paradoxe. C'est-à-dire, je pense, c'est la phrase de Kant, c'est tout Spinoza est là-dedans, etc. Nous sommes faits pour vivre en paix. Voilà, profondément, nous sommes faits. Quand je dis nous sommes faits, vous êtes contre Alain Bauer alors? Hein? C'est l'antithèse d'Alain Bauer qui dit la paix c'est une parenthèse entre 2 guerres. Si vous voulez, alors je dirais que c'est un peu plus complexe de ça. Si vous me donnez, on a juste une ou 2 minutes, je crois qu'il faudrait se mettre d'accord à un moment sur ce qu'on appelle nature, naturel, etc. C'est-à-dire, quand on dit que oui, mais enfin, et c'est là que moi j'ai tiqué dans votre premier discours. Je suis poli, donc je n'ai pas dit tout de suite, etc. Voilà, parce que je défends exactement la thèse contraire à la fin, mais après c'est thèse contre thèse. Et comme ça, quand vous avez dit ce qui est une expression qu'on retrouve aussi chez Freud dans Malaise, dans la civilisation, au fond, les guerres, c'est quand le vernis civilisationnel craque. Ce qui signifierait que, effectivement, nous n'avons qu'une seule envie entre nous, c'est de nous foutre sur la gueule le plus possible, mais qu'on est retenu un peu par la culture, l'éducation qui nous apprend. Bon. Moi, je défends un peu, si vous voulez, je suis plus, lignée Aristote, Spinoza, etc., pour dire, mais au fond, l'éducation, c'est ce qui parachève la nature. Quand je dis que c'est ce qui parachève la nature, je veux dire par là simplement que quand j'imagine un monde en paix, et si vous l'imaginez aussi, vous êtes quand même d'accord pour dire que à ces forces
de manière assez naturelle justement, on va imaginer un monde plutôt heureux. Un monde où où chacun pourra développer ses potentialités sans entrave, etc. Quand je dis que la paix est naturelle, je dis simplement que ce que j'appelle la paix, c'est une composition des puissances, si vous voulez, qui nous fait... Je vais venir à ma conclusion, parce que je ne peux pas parler non plus pour 2 heures, et qui nous fait ressentir les puissances de la joie. Ce qu'offre la guerre, et c'est un vrai deal et c'est une vraie concurrence, ce sont les jouissances. Le problème, c'est est-ce qu'on va préférer, parce que si vous voulez, la haine, on peut jouir de l'envie de l'autre, etc. Toutes ces jouissances de la rivalité, de la concurrence, etc., sont des jouissances qui sont évidemment tout à fait efficaces, etc., et qui accrochent les subjectivités. À partir du moment, les guerres fonctionnent aux jouissances, et voilà, je dirais ça comme ça. La guerre fonctionne à la jouissance, la paix fonctionne à la joie. Toute bonne éducation devrait être une éducation qui nous fait goûter ce que vous avez dit vous-même très bien, les joies du partage. Quand vous dites, vous citez vous-même ces moments de partage où on s'aperçoit qu'au fond, c'est Épicure qui disait qu'au fond, enfin bon, je vais pas me lancer là-dedans, mais bon, je finis. Quand vous parliez de ces moments de partage, de cohésion, de composition harmonique, etc., comment je vais appeler ça? Je vais appeler ça la nature. C'est naturel, voilà, c'est naturel. Et le problème, c'est que nous sommes traversés, évidemment, par des énoncés qui nous dressent à la jouissance. Et que toutes ces éducations par la joie, etc., je trouve que c'est... donc voilà comment je présenterai les choses. Si je peux citer Condorcet, bien sûr, on est là pour ça aussi. C'est dans l'esquisse d'un tableau des progrès de l'esprit humain, dans sa conclusion. Nos espérances sur l'état à venir de l'espèce humaine peuvent se réduire à ces 3 points importants. La destruction de l'inégalité entre les nations, donc pas de guerre, les progrès de l'égalité dans un même peuple, enfin le perfectionnement réel de l'homme. Toutes les nations doivent-elles se rapprocher un jour de l'état de civilisation auquel sont parvenus les peuples les plus éclairés, les plus libres, les plus affranchis de préjugés. Bon, ça me paraît répondre en partie tout à fait aux questions. Est-ce que je peux dire juste une dernière phrase et revenir là-dessus et citer un peu Kant en tordant le texte, enfin je veux dire en exagérant pardon, le texte, c'est le moment où Kant dit dans le conflit des facultés, vous savez, toute révolution est ratée, mais toute révolution est en même temps une grande réussite. Ça veut dire quoi? Toute révolution est ratée. Il parle, c'est au moment, c'est après la terreur, etc. Il dit, au fond, la révolution française, oui, c'est un ratage, ça recommence, etc. Bien sûr que toutes les révolutions sont ratées, que toutes les plus grandes révoltes, les plus généreuses sont vouées à la défaite. Oui, bien sûr, historiquement. Cela dit, le fait qu'à un moment, quelque chose comme l'enthousiasme traverse tout un peuple et qu'il sente qu'il est fait pour vivre dans une société en paix, c'est ce qui signe sa véritable réussite. C'est-à-dire qu'effectivement, nous savons, si vous voulez, voilà, ce qui fait la réussite de tous ces moments dont vous parlez, c'est que nous sentons profondément que notre nature, c'est de vivre ensemble en paix. Mais ça n'arrivera jamais, petit con. Et c'est pas pour ça que c'est pas naturel. Mais c'est ça. Bien sûr que ça n'arrivera jamais. Mais c'est quand même profondément naturel. C'est-à-dire qu'au fond, il faut, oui, la vie, ça va être ces petits éclats de nature dans un marasme
historique. Bon, ben, écoutez, bravo.